J'ai été percuté par un chauffard ivre. Je me suis réveillé seul aux soins intensifs. Ma famille a pris son vol pour Barcelone le lendemain matin. 9 jours plus tard, ma mère est entrée en flânant, demandant des nouvelles de la facture. L'accueil a sorti le registre des visiteurs. Son visage est devenu blême lorsqu'elle a vu un nom. Chaque jour. Sans exception. Je m'appelle Maya Callaway. J'ai 31 ans. Il y a 6 semaines, un conducteur ivre a grillé un feu rouge sur la route 9 et a percuté ma voiture du côté conducteur à 47 miles par heure. L'ambulancier a dit que j'avais de la chance d'être en vie. Mon fémur gauche était brisé en plusieurs morceaux. Ma rate était lacérée. J'avais un poumon perforé et 3 côtes cassées. Le chirurgien a dit que si j'étais arrivé à l'hôpital Merci Général 10 minutes plus tard, je n'aurais pas survécu. Ma mère a reçu l'appel à 21h15. À 22h, elle était à l'hôpital. Elle a décidé que le voyage de fin d'études de mon frère à Barcelone ne pouvait pas attendre. À 7h45 le lendemain matin, toute ma famille était dans un avion pour l'Espagne. J'ai passé 9 jours seul aux soins intensifs, du moins c'est ce que je croyais. Quand je suis enfin sorti de mon coma artificiel, mon infirmière m'a tendu une tablette avec le registre des visiteurs. Elle m'a dit que quelqu'un avait demandé de mes nouvelles chaque jour. J'ai fait défiler la liste, m'attendant à voir des noms que je reconnaissais. Chaque entrée portait le même nom. Un nom que je n'avais pas entendu depuis 11 ans. Une femme qui m'avait dit un jour que je n'étais pas assez bien. Une femme que j'avais passé plus d'une décennie à essayer d'oublier. L'expression sur le visage de ma mère quand elle a vu ce nom dans le hall d'entrée m'a révélé tout ce qu'elle n'avait jamais pris la peine d'expliquer. Chaque premier dimanche du mois, mon téléphone sonne à 14 heures précises. Pas parce que ma famille me manque. Pas parce qu'ils veulent prendre de mes nouvelles, savoir comment se passe ma vie ou mon travail. Le dimanche à 14 heures, c'est l'heure où ma mère appelle pour faire le point sur ce qu'elle appelle la situation familiale. Chérie, a-t-elle dit en mars dernier, sa voix empreinte de cette chaleur particulière qu'elle n'utilise que lorsqu'elle veut quelque chose. Les quotes-parts de la physiothérapie de ton père s'élèvent à environ $340 par mois maintenant, et la caution pour le logement de ton frère pour sa dernière année est due. L'université demande $2800. Elle a fait une pause. J'ai fait le calcul avant qu'elle ne finisse. Cela faisait $4240 en plus des $1200 que je transférais déjà le premier de chaque mois. Maman, ça fait presque $5500 juste pour ce mois-ci. Maya. Son ton a légèrement changé, juste assez pour me rappeler toutes les tentatives de me faire culpabiliser que j'avais endurées. Tu n'as pas de prêt immobilier. Tu n'as pas d'enfant. Nathan a presque fini ses études. Encore un petit effort. D'accord. Ton père et moi t'avons tout donné. J'ai eu envie de dire que si, j'avais un prêt immobilier. En fait, que je louais le même studio depuis 4 ans parce que je ne pouvais pas économiser pour un acompte en vidant mon compte pour eux chaque mois. J'ai eu envie de dire que Nathan avait 23 ans et qu'il était presque fini depuis 2 ans maintenant. J'ai eu envie de dire beaucoup de choses. Au lieu de ça, j'ai dit, je l'enverrai ce soir. Après avoir raccroché, j'ai ouvert le tableur que je tenais depuis mes 24 ans. 7 ans de registre, chaque virement, chaque prêt d'urgence qui n'a jamais été remboursé, chaque facture que j'avais couverte parce que je gagne bien ma vie et que je n'ai pas de famille à charge. J'ai fait défiler jusqu'au total en bas. Je suis resté longtemps assise devant ce chiffre. Je gagne $98 000 par an en tant que directrice marketing senior chez Linfield & Park. Après impôts, je touche environ $72 000. J'avais envoyé en moyenne $23 342 par an à la maison. C'est 32% de mon revenu net pendant 7 ans. 32%. J'ai parcouru la colonne des notes. Frais de scolarité de Nathan. Ordinateur portable de Nathan. Vacances de printemps de Nathan. Assurance auto de Nathan. Soins dentaires de Nathan. Acompte pour le voyage en Europe de Nathan. Dîner de célébration de la remise des diplômes de Nathan. 78% des entrées portaient le nom de mon frère. Mon téléphone a vibré. Un SMS de mon frère. Une capture d'écran d'un itinéraire de voyage. Barcelone, Lisbonne, Porto. 17 jours. Siège en classe économique premium. Remise des diplômes et cadeaux à moi-même. LOL.
Maman a dit que tu participais pour les vols. $2400 pour mon billet. $1800 chacun pour maman et papa. Fais-moi juste un Venmo quand tu auras un moment. $6000 pour un voyage auquel je n'étais pas invité. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai tapé quelque chose que je n'avais jamais tapé de ma vie d'adulte. Je ne peux pas cette fois, Nathan. Je suis désolé. Il n'a pas répondu avec un emoji en forme de cœur. Il a répondu par un flot de texte sur le fait que j'avais toujours été égoïste, que c'était sa seule remise de diplôme et qu'il ne pouvait pas croire que sa propre sœur lui faisait ça. Ma mère a appelé 4 minutes plus tard. Mon père a envoyé un SMS 3 minutes après. À 21h, j'avais transféré les $6000. 3 semaines plus tard, je rentrais d'un dîner tardif avec un client quand le feu à l'intersection de Birchwood et de la route 9 est passé au vert. J'ai avancé dans le carrefour, et tout ce qui a suivi s'est produit en moins de 2 secondes. L'impact est venu de ma gauche. Vert, métal, une toupie, puis la glissière de sécurité, puis le noir. Les ambulanciers m'ont trouvé à 23h07. Les urgences de Merci Général m'ont admise à 23h44. La chirurgie d'urgence a commencé à 1h15. Le chirurgien a appelé mon contact d'urgence à 00:55. Ma mère a décroché à la 4e sonnerie. Elle est arrivée à l'hôpital à 2h30 avec mon père et mon frère, qui était en ville pour sa dernière semaine d'examen. Ils sont restés dans la salle d'attente pendant que j'étais en chirurgie. Quand le docteur Okafor est sorti à 5h10 et leur a dit que l'opération s'était bien passée, mais que je devrais rester sous sédatif pendant au moins 48 heures à cause de complications pulmonaires, ma mère a posé 2 questions. Combien de temps devra-t-elle rester ici? Le docteur Okafor leur a dit que je resterais probablement aux soins intensifs pendant au moins 1 semaine, peut-être plus si le poumon ne réagissait pas bien. Ma mère a dit, le vol pour Barcelone est dans 36 heures. Mon frère n'a rien dit. Mon père a regardé ses chaussures. Je sais tout cela parce que Patricia, mon infirmière de jour, était au poste des infirmières lorsque la conversation a eu lieu dans le couloir. Et parce que les caméras de sécurité de l'hôpital ont tout enregistré, et parce que Patricia fait ce travail depuis 14 ans, et qu'elle a vu toutes les versions de ce que les êtres humains font quand quelqu'un qu'ils aiment est en danger. Et elle a noté ce dont elle a été témoin. Ces notes de ce matin la disaient, famille de la patiente présente 0230-0634. Famille informée du pronostic et du calendrier de rétablissement. La famille a indiqué un engagement de voyage antérieur. La mère a posé des questions sur la couverture d'assurance. La famille est partie à 0634. 4h04. Le vol pour Barcelone a embarqué à 9h48. Mon frère a posté une photo depuis la porte d'embarquement. Lui et mes parents, tous les 3 souriants, les bagages à leurs pieds, les fenêtres du terminal lumineuses derrière eux. Légende, l'Europe, enfin. J'en avais tellement besoin. À Elva, Fanton-A. Alors que j'étais encore sous sédatif, et qu'un respirateur artificiel respirait pour moi dans la chambre 318, une femme est entrée dans le hall principal de Merci Général. Elle a donné son nom à l'accueil, Diane Ellsworth. Elle a demandé le numéro de chambre de Maya Callaway. La réceptionniste a confirmé que j'étais une patiente. La femme s'est identifiée comme étant de la famille. On lui a donné un badge de visiteur. Elle a pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage. Elle a marché jusqu'à la chambre 318, s'est arrêtée devant la cloison vitrée, a regardé à l'intérieur et n'a pas bougé pendant un long moment. Patricia l'a remarqué depuis le poste des infirmières et lui a demandé si elle voulait entrer. La femme a secoué la tête. Pas encore. J'ai juste besoin de voir qu'elle respire. Elle avait 62 ans, les cheveux gris coupés courts, et portait un blazer sombre. Elle se tenait les mains jointes devant elle, immobile et droite, comme quelqu'un habitué aux salles de conseil, quelqu'un qui avait appris il y a longtemps à garder son sang-froid dans des pièces où tout s'effondrait. Elle est revenue le lendemain, et le jour d'après. Patricia m'a raconté plus tard que le 3e jour, la femme a apporté un bloc-notes et s'est assise dans le couloir pour travailler pendant 2 heures. Elle n'a pas utilisé son téléphone. Elle écrivait à la main, d'une écriture nette et précise, tournant les pages sans lever les yeux. De temps en temps, elle posait le bloc-notes, me regardait à travers la vitre et observait simplement. Puis elle reprenait son stylo. Le 4e jour, elle est entrée. Patricia a observé à travers la vitre.
La femme a approché la chaise de visiteur de mon lit et s'est assise. Elle ne m'a pas touché. Elle a longuement regardé mon visage. Elle a dit quelque chose. Patricia ne pouvait pas entendre à travers la vitre, mais elle a vu les lèvres de la femme bouger, l'a vu fouiller dans la poche de son blazer, en sortir une petite enveloppe et la poser délicatement sur la table à côté de ma carafe d'eau. Puis elle s'est levée, a ajusté sa veste et est ressortie. Patricia lui a demandé si elle avait besoin de quelque chose. La femme a fait une pause. Elle va être en colère quand elle se réveillera, a-t-elle dit. Pas exactement à Patricia, mais plutôt à l'espace entre elles. Elle a parfaitement le droit de l'être. Assurez-vous simplement qu'elle sache que quelqu'un était là. Patricia a noté dans mon dossier, visiteuse Diane Ellsworth présente quotidiennement depuis l'admission. Déclare être de la famille, impossible de confirmer la relation avec le contact d'urgence. A laissé un objet personnel pour la patiente. Elle a essayé d'appeler ma mère 3 fois pour vérifier la relation. Pas de réponse. Quand j'ai ouvert les yeux, le plafond était blanc, les lumières trop vives, et tout, de mes côtes à mes pieds, semblait être en béton. J'étais en vie. J'ai tourné la tête. La chaise à côté de mon lit était vide. Sur la table, à côté de la carafe d'eau, il y avait une petite enveloppe ivoire avec mon nom écrit sur le devant d'une écriture soignée et inclinée. À côté de l'enveloppe, une unique tige de fraisier blanc dans un fin vase en verre, déjà légèrement fanée comme si elle était là depuis plus d'un jour. Je ne possédais pas ce vase. Je n'avais pas apporté de fleurs. Patricia est entrée pour vérifier mes constantes vitales et a souri en voyant mes yeux ouverts. Vous êtes de retour. Depuis combien de temps? 9 jours. Vous avez été opéré de la rate et du poumon. Il y a eu quelques complications, mais vous vous en êtes sorti. Vous allez vous en remettre. 9 jours. Où est ma famille? Patricia s'est affairée avec la perfusion. Votre famille est en Europe. Ils seront de retour dans une semaine. Je l'ai dévisagé. Ils sont partis le lendemain de votre opération, a-t-elle dit doucement. Votre mère a appelé 2 fois pour prendre des nouvelles. J'ai regardé la chaise vide, puis le fraisier. Qui a laissé ça? Patricia s'est assise. Il y avait une femme. Elle est venue tous les jours pendant que vous étiez sous sédatif. Elle a dit qu'elle était de la famille. Elle a signé le registre des visiteurs à chaque fois. C'est elle qui a laissé les fleurs. Elle fit une pause. Et l'enveloppe? J'ai regardé l'enveloppe avec mon nom dessus. L'écriture m'était familière d'une manière que je ne pouvais pas identifier immédiatement. De la même façon qu'une chanson semble familière avant qu'on se souvienne où on l'a entendue. J'ai pris la tablette sur la table de chevet et j'ai demandé à Patricia d'afficher le registre des visiteurs. Les entrées se sont chargées. J'ai fait défiler 9 jours, le même nom chaque jour, parfois 2 fois. Diane Ellsworth. J'ai reposé la tablette très lentement. Diane Ellsworth. Je n'avais pas prononcé ce nom à voix haute depuis 11 ans. J'avais travaillé très dur pour ne pas le faire. Diane Ellsworth avait été la fondatrice et directrice générale d'Ellsworth Strategic Communication, l'agence où j'avais eu mon premier emploi après l'université, à 22 ans. Elle avait été exigeante et brillante, et elle m'avait terrifié de la meilleure façon possible. J'avais plus appris sous sa direction en 8 mois qu'en 4 ans d'études. Et puis, quand j'avais 23 ans, elle m'avait convoqué dans son bureau un mardi matin et m'avait annoncé que l'agence se restructurait, que mon poste était supprimé et que mon dernier jour serait le vendredi. Sans avertissement, sans explication, juste une poignée de main, un dossier des ressources humaines et un vendredi. J'avais pleuré dans ma voiture pendant 1 heure. Puis j'étais rentré chez moi, j'avais envoyé 47 candidatures et je m'étais dit que j'étais remplaçable, que Diane Ellsworth l'avait clairement vu et avait pris une décision commerciale raisonnable. J'avais construit ma carrière sans elle. Je m'étais amélioré. J'étais devenu assez bonne pour ne plus penser à ces 8 mois, sauf quand j'essayais d'ouvrir une porte et que je sortais cette référence, parce qu'Ellsworth Strategic avait encore un nom qui comptait. Je n'avais jamais compris pourquoi elle m'avait laissé partir. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une seule feuille de papier pliée et une plus petite enveloppe scellée glissée derrière. J'ai ouvert la plus grande en premier. Maya. Tu ne me dois pas de conversation. Tu ne me dois rien. Mais il y a des choses que tu mérites de savoir, et j'ai attendu assez longtemps pour te les dire. Quand tu as été embauché chez Ellsworth,
j'ai vu en toi ce que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Tu avais 22 ans, et tu travaillais comme si tu avais quelque chose à prouver. Et tu avais raison sur des choses en réunion quand des gens 2 fois plus âgés que toi avaient tort. Je veux que tu saches que lorsque je t'ai laissé partir en 2016, ce n'était pas parce que tu étais incompétente. C'était parce que j'avais un associé dans l'agence, un homme nommé Robert Chung, qui avait décidé de te rendre la vie très difficile, d'une manière que je commençais seulement à comprendre. Il avait déjà poussé 2 autres jeunes femmes que j'avais recrutées à partir. Je n'avais pas les voix au conseil d'administration pour le renvoyer. J'avais 2 choix, te garder là et le regarder démanteler ta confiance petit à petit jusqu'à ce que tu démissionnes de toi-même, ou t'envoyer quelque part où il ne pourrait pas t'atteindre. J'ai fait le mauvais choix. J'aurais dû me battre davantage. J'ai pensé à cette décision pendant 11 ans. Je veux que tu saches que j'ai donné ton nom à David Nakamura chez Crane Collective la semaine après ton départ. Il t'a embauché 2 mois plus tard. J'ai donné ton nom à Helen Park chez Linfield Park il y a 4 ans. Elle t'a appelé le lendemain matin. Je ne te l'ai jamais dit parce que tu n'avais jamais eu besoin de le savoir. Tu as fait le travail. Tu as mérité tout ce que tu as obtenu. Il y a une plus petite enveloppe à l'intérieur. Ouvre-la quand tu seras prête. Pas avant. Je suis désolé de ne pas avoir été meilleur. Je suis heureuse que tu sois encore là. Diane. J'ai plié la lettre et l'ai posée sur mes genoux. De l'autre côté de la cloison vitrée, le couloir suivait son rythme ordinaire. Des chariots qui passaient, des voix au poste des infirmières, le bourdonnement régulier des équipements. David Nakamura chez Crane Collective. Mon deuxième emploi, celui qui m'a donné mon premier vrai titre. Helen Park chez Linfield Park. Mon emploi actuel, celui où je suis depuis 4 ans, celui où j'ai été promu 2 fois. J'avais envoyé ces candidatures moi-même. J'étais allé à ces entretiens, j'avais serré des mains, fait des présentations et cru, entièrement cru, que j'avais été choisi pour mes propres mérites. Je l'avais été. Et je ne l'avais pas été non plus. Les 2 choses étaient vraies en même temps et je ne savais pas quoi faire de cette information. J'ai emprunté l'ordinateur portable de Patricia et j'ai tapé Diane Ellsworth dans la barre de recherche. Les résultats se sont affichés. Fondatrice d'Ellsworth Strategic Communication, 3 bureaux maintenant, un profil Forbes d'il y a 3 ans. Elle siégeait au conseil d'administration de 2 organisations à but non lucratif. L'une d'elles finançait des bourses pour les étudiants de première génération en marketing et communication. J'ai cliqué sur la page des bourses. Il y avait une liste de bénéficiaires remontant à 8 ans. J'ai trouvé mon nom. 2017 Maya R. Callaway, bourse de développement professionnel, $12 000. J'avais postulé pour cette bourse quand j'avais 25 ans, en essayant de rembourser mes prêts étudiants tout en continuant à envoyer de l'argent à la maison chaque mois. Une bourse anonyme. Aucun entretien requis. Aucune explication sur la façon dont j'avais été sélectionné. Juste une lettre d'approbation et un chèque. J'avais toujours supposé que c'était de la chance. L'année de la bourse était 2017, un an après qu'elle m'ait laissé partir. Je me suis adossé à l'oreiller. Mes côtes me faisaient mal. Ma jambe était dans une attelle. Les moniteurs émettaient leur rythme régulier. Et dehors, par ma fenêtre, la lumière de l'après-midi devenait dorée. Et j'ai pensé à Diane Ellsworth, debout devant ma cloison vitrée pendant 9 jours parce qu'elle n'était pas sûre d'avoir le droit d'entrer. Puis j'ai pensé à ma famille, dans un avion pour Barcelone. J'ai pris mon téléphone. 14 appels manqués de ma mère, tous des 2 derniers jours. Tous arrivés à peu près au moment où ma date de sortie est devenue claire, et où la question de savoir qui me ramènerait à la maison est soudainement devenue pertinente. Je ne l'ai pas rappelé. J'ai appelé mon bureau à la place. Ma collègue Jen est arrivée en moins de 2 heures avec mon ordinateur portable, une carte de bon rétablissement signée par toute l'équipe et 3 cartes cadeaux de café différents. Elle est restée avec moi pendant 40 minutes, m'a raconté tout ce qui s'était passé au travail et m'a proposé par 2 fois son aide pour tout ce dont j'aurais besoin à mon retour à la maison. Personne dans ma famille n'avait pensé à me demander ce dont j'avais besoin. Ce soir-là, Patricia est entrée avec une petite pile de papiers et les a posés sur la table roulante. Son expression était neutre, de cette manière spécifique que les infirmières apprennent quand elles ont quelque chose à dire et choisissent leurs mots avec soin. Il y a une question de facturation dont je veux que vous soyez au courant, a-t-elle dit.
La première feuille était une confirmation de paiement. Solde intégral payé. Hôpital Merci Général. Patiente Maya R. Callaway. Chambre 318. Total, 84 200 $ payés par Ellsworth Strategic Communication LLC par virement bancaire en date d'il y a 4 jours. Nous avons reçu le paiement le 5e jour de votre séjour, a dit Patricia. La personne qui l'a arrangé nous a demandé de ne pas le divulguer avant que vous ne soyez lucide et stable. A-t-elle appelé l'hôpital? Nous l'avons appelé. Votre assurance couvrait 60%. Le solde restant était de 84 200 $. Nous avons contacté votre contact d'urgence au sujet de l'écart. Patricia a fait une pause. Votre mère nous a dit d'envoyer la facture à votre adresse. Elle a dit que vous étiez doué avec l'argent et que vous vous en occuperiez. J'ai fixé le plafond. Ma mère. Pendant que j'étais aux soins intensifs avec un poumon perforé et une jambe brisée, elle avait dit au service de facturation de l'hôpital que je m'en occuperais. Diane Ellsworth a payé le solde le jour même, a dit Patricia. Elle a rappelé 30 minutes après que nous ayons joint votre mère. 30 minutes. J'ai regardé la petite enveloppe scellée, toujours posée à côté du Fresia. Je n'étais pas encore prête. Je l'ai mise de côté et je n'ai pas dormi. Ma mère est entrée dans le hall de Merci Général un jeudi après-midi. 9 jours après l'atterrissage de son vol en Espagne. Elle portait un chemisier en lin, encore froissé d'une valise. Elle était bronzée. Elle est allée directement à l'accueil et a dit qu'elle était là pour sa fille, Maya Callaway, chambre 318, et qu'elle devait discuter des formalités de sortie et de tout solde restant. La réceptionniste a dit que le compte avait été réglé en totalité. Ma mère a demandé ce que cela signifiait. Payé, a dit la réceptionniste. Rien à devoir. Ma mère a demandé qui avait payé. La réceptionniste a dit qu'elle n'était pas autorisée à partager cette information, mais a proposé de consulter le registre des visiteurs si cela pouvait aider. Ce qui s'est passé ensuite m'a été rapporté par 3 membres différents du personnel qui en avaient été témoins depuis le hall. Ma mère a pris la tablette et a fait défiler 9 jours d'entrée. Diane Ellsworth, jour 1. Diane Ellsworth, jour 2. Diane Ellsworth, jour 3. Diane Ellsworth, jour 4. Diane Ellsworth, jour 5. Diane Ellsworth, jour 6. Diane Ellsworth, jour 7. Diane Ellsworth, jour 8. Diane Ellsworth, jour 9. Pas de Vivien Callaway. Pas de Robert Callaway. Pas de Nathan Callaway. Le visage de ma mère est devenu blême sous son bronzage de Barcelone. Elle a rendu la tablette sans un mot et s'est dirigée vers l'ascenseur. Quand elle a tourné au coin du couloir du 3e étage, Diane Ellsworth était assise sur la chaise du couloir devant ma chambre, un bloc-notes ouvert sur ses genoux, des lunettes de lecture sur le bout de son nez. Elle a levé les yeux. Elle s'était rencontrée une fois, il y a 11 ans, à une fête de fin d'année de l'entreprise à laquelle ma mère avait assisté en tant que mon invitée. Elles avaient parlé pendant 4 minutes. Apparemment, cela avait suffi pour que toutes les deux se souviennent l'une de l'autre. Ma mère s'est arrêtée de marcher. Diane a mis le bloc-notes de côté et s'est levée. Elle mesurait 10 cm de moins que ma mère et elle occupait le couloir comme si la pièce lui appartenait. Quoi qu'il en soit, aucune d'elles n'a parlé pendant un moment. Puis Diane a dit, Vivien. Ma mère a dit, qu'est-ce que tu fais ici? La même chose que je fais depuis 9 jours, a dit Diane. Être là. Tu n'as aucun droit. Elle était seule. La voix de Diane n'a pas haussé le ton. Elle était en chirurgie et sous sédatif pendant 9 jours et il n'y avait personne ici. L'hôpital n'arrivait pas à vous joindre. Ils ont appelé 4 fois le premier jour. Nous étions déjà dans l'avion. Vous étiez déjà dans l'avion, a dit Diane. Celui qu'elle a payé. Ma mère a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle paie pour tout depuis 7 ans, a dit Diane. Je le sais parce que je l'ai regardé construire une carrière et en envoyer un tiers chez vous, et je l'ai regardé devenir plus petite chaque année sous ce poids. Elle a regardé ma mère fixement. Je sais que vous êtes venu ici aujourd'hui parce que vous avez besoin qu'elle rentre à la maison et s'occupe des choses comme elle le fait toujours. Je vous dis que ça n'arrivera pas. Ma mère a dit, vous ne connaissez pas ma famille. Non, a dit Diane. Mais je la connais, elle. Elle s'est retournée et est entrée dans ma chambre. Ma mère est entrée 5 minutes plus tard.
Elle avait l'air qu'elle a toujours après une confrontation qu'elle n'a pas gagnée. Cassante, légèrement rouge, composant son prochain argument alors que le dernier se dissolvait encore. Elle m'a serré dans ses bras et a dit qu'elle avait été si inquiète, que les médecins avaient dit que j'étais stable et qu'elle savait que je comprenais pour le voyage. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit, l'hôpital t'a dit que quelqu'un avait payé mon solde. Elle a dit oui, que cette Diane Ellsworth s'en était apparemment chargée et qu'elle ne comprenait pas l'implication de cette femme dans ma vie. Elle est impliquée dans ma vie depuis 11 ans, ai-je dit. Seulement, je ne le savais pas. Ma mère a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Je lui ai raconté. Le poste chez Crane Collective, le poste chez Linfield Park, la bourse de $12 000, les 9 jours dans cette chambre, les $84 200. Je lui ai tout raconté. L'expression de ma mère a changé pendant que je parlais. Pas en remords, en autre chose. Maya, a-t-elle dit, si cette femme a investi en toi, dans ta carrière. Elle n'investissait pas en moi, ai-je dit. Elle veillait sur moi. Il y a une différence. Je veux juste dire que quelqu'un avec ses ressources. Arrête. J'ai besoin que tu m'écoutes. Je ne suis pas en colère que vous soyez allé à Barcelone. Je ne suis pas en colère à propos du voyage. J'ai fait une pause. Je suis en colère que lorsque l'hôpital vous a appelé pour vous dire que votre fille pourrait ne pas survivre à la nuit, votre première question a été sur l'assurance. Je suis en colère que vous soyez resté ici pendant 4 heures puis que vous ayez pris un avion. Je suis en colère que vous ayez dit au service de facturation d'envoyer une facture de $84 000 à une femme dans le coma parce qu'elle est, et je suppose que ce furent vos mots exacts, douée avec l'argent en point. Ma mère a dit que je faisais du drame. J'ai dit que je ne pensais pas. Elle a dit que je devais comprendre à quel point les choses avaient été difficiles, comment les finances avaient été une vraie lutte, comment l'éducation de mon frère avait été une priorité, comment elle et mon père avaient tout sacrifié pour nous. J'ai attendu qu'elle ait fini. Quand ce fut le cas, j'ai dit, je vous ai envoyé $163 400 en 7 ans. J'ai chaque virement documenté dans un tableur, colonne par colonne. Elle a dit, c'était la famille qui aidait la famille. J'ai dit, la famille se présente aussi quand quelqu'un est à l'hôpital. Elle a dit, nous sommes là maintenant. 9 jours plus tard, après Barcelone. Elle a commencé à pleurer. De cette manière spécifique dont elle pleurait quand une dispute ne tournait pas en sa faveur. Les épaules basses, la voix fragile. J'avais passé toute ma vie d'adulte à m'adapter à ce son. Je l'ai regardé faire et je l'ai ressenti comme je le ressentais toujours. Et puis j'ai pris une décision. Je vous aime, ai-je dit. Je ne vais pas arrêter, mais j'en ai fini d'être la solution financière à chaque problème que cette famille crée. Les virements mensuels s'arrêtent. Mon frère a 23 ans et un diplôme. Papa et toi devez trouver une solution pour les quotes-parts. J'aiderai en cas de véritables urgences, mais j'ai terminé. Ma mère m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas. Tu devrais rentrer à la maison, ai-je dit. J'ai quelqu'un pour me ramener, a-t-elle dit. Quelqu'un? Qui te ramène à la maison? J'ai fait un signe de tête vers le couloir. Quelqu'un qui a été là. Ma mère s'est retournée. À travers la vitre, elle pouvait voir Diane Ellsworth assise sur la chaise du couloir, le bloc-notes sur les genoux, ses lunettes de lecture remises, attendant. Ne regardant pas à l'intérieur, juste attendant. Ma mère m'a regardé à nouveau. Elle avait plus à dire. Je pouvais le voir travailler derrière ses yeux. Mais quelque chose dans mon visage a dû lui dire que j'avais fini, car elle a pris son sac à main et est sortie sans le dire. Je l'ai regardé tourner au coin et disparaître. Puis j'ai pris la petite enveloppe scellée qui était restée à côté du fraisia pendant 3 jours. À l'intérieur, il y avait une photo, petite et carrée, assez vieille pour avoir une bordure blanche. Une femme, la vingtaine, debout devant ce qui ressemblait à un bâtiment de campus, plissant les yeux au soleil et riant de quelque chose sur la gauche. Elle portait un sac à dos. Elle avait l'air d'avoir un endroit important où aller et assez d'énergie pour y arriver 10 fois. Je tenais encore la photo quand Diane a frappé à la porte ouverte. Elle se tenait dans l'embrasure, n'entrant pas encore, de la même manière qu'elle s'était tenue devant la vitre pendant des jours. Un cordon bleu du badge visiteur qu'elle portait depuis 9 jours. Le bloc-notes sous son bras.
Elle ressemblait exactement à quelqu'un qui avait attendu assez longtemps pour ne plus être nerveuse à ce sujet. La photo, ai-je dit. Je me suis dit que tu avais trouvé la lettre maintenant. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement appelé? N'importe quand en 11 ans. Elle est restée silencieuse un moment. Parce que tu y arrivais sans moi. Tu y arrivais bien, et je pensais que tu avais besoin de croire que c'était entièrement grâce à toi. Elle fit une pause. J'avais tort là-dessus aussi. Pourquoi la bourse, ai-je dit. C'était 1 an après que tu m'aies laissé partir. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Non, a-t-elle dit. Je n'étais pas obligé. Et les emplois. Tu n'étais pas obligé de faire ça non plus. Non. Alors pourquoi? Elle m'a regardé pendant un long moment. Parce que, a-t-elle dit, j'ai fait une erreur quand tu avais 23 ans, et je l'ai su le lendemain matin. Je ne pouvais pas la défaire, mais je pouvais m'assurer que les portes auxquelles j'avais accès ne te resteraient pas fermées. Elle a soutenu mon regard. Et je pouvais être là quand tu avais besoin que quelqu'un soit là. J'ai pensé au registre des visiteurs. 9 jours, chaque jour. Je ne savais pas que tu étais là, ai-je dit. Je sais. Tu aurais pu me le dire dans la lettre. Tu avais besoin de la lire à ton propre rythme. J'ai regardé la chaise vide à côté de mon lit. La chaise que personne dans ma famille n'avait occupée plus de 4 heures avant qu'un vol non remboursable ne les emporte. Voulez-vous vous asseoir, ai-je dit. Elle est entrée. Elle s'est assise sur la chaise, son bloc-notes sur les genoux, de la même manière qu'elle était probablement restée assise pendant des heures de l'autre côté de la vitre, quand je ne pouvais pas la voir. Je suis en colère, ai-je dit. Je veux que vous le sachiez. À propos de 2016. À propos du mardi matin. Bien, a-t-elle dit. Vous devriez l'être. Je suis aussi, j'ai arrêté. Je n'ai pas encore de mots pour l'autre chose. Vous n'en avez pas besoin pour l'instant, a-t-elle dit. Vous avez le temps. Dehors, par ma fenêtre, le soir s'installait, lent et doré. Le bruit du couloir s'est adouci. Quelque part dans l'hôpital, une vie était sauvée, ou perdue, ou changée à jamais, et rien de tout cela n'attendait que quelqu'un soit prêt. J'ai quitté Merci Général un vendredi matin. Diane m'a ramené à la maison. Nous n'avons pas rempli le silence parce que nous n'en avions pas besoin. Il y avait trop de choses devant nous pour se précipiter au début. Mon frère a posté 47 photos en 9 jours. Mes parents avaient l'air heureux sur chacune d'entre elles. Je le sais parce que ma collègue Jen m'a envoyé une capture d'écran avec 3 points d'interrogation et je n'ai pas expliqué. Je lui ai juste dit que j'allais bien. En rentrant, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai modifié chaque virement automatique vers le compte de mes parents. Je les ai tous mis à 0. Puis j'ai écrit un courriel clair et précis sur ce que j'aiderais et n'aiderais pas à l'avenir. Les vraies urgences, oui. Le style de vie de mon frère, non. Les vacances, non. Je l'ai envoyé pour qu'il n'y ait pas de place pour une révision de la mémoire plus tard. Ma mère a appelé 4 fois cette première semaine. Le premier message vocal était larmoyant. Le deuxième était blessé. Le troisième était en colère. Le quatrième était celui qu'elle pensait fonctionner le mieux. Celui qu'elle avait gardé, elle a dit, après tout ce que j'ai fait pour toi. Je l'ai écouté une fois, puis je l'ai supprimé. Mon frère a appelé une fois pour me dire que je brisais la famille. Je lui ai dit que je réorganisais la partie qui me concernait. Il a raccroché. Je n'ai pas rappelé. Mon père a appelé 2 semaines plus tard, non pas pour se disputer, mais pour dire qu'il était désolé de ne pas avoir été là, qu'il savait depuis longtemps que l'arrangement n'était pas juste et qu'il n'avait rien dit, et qu'il était désolé pour ça aussi. C'était la conversation la plus honnête que nous ayons eue depuis des années. Je lui ai dit que j'appréciais. Nous en sommes restés là, et cela semblait être le bon endroit pour en rester. 3 semaines après mon retour à la maison, j'ai retrouvé Diane pour un café près de son bureau. Nous étions assises l'une en face de l'autre, un peu formelles, comme on l'est avec quelqu'un que l'on apprend à connaître dans un nouveau contexte. Elle m'a demandé des nouvelles de ma jambe. Je lui ai demandé des nouvelles de l'agence. Nous avons parlé d'une campagne que je menais, et elle a posé le genre de questions pointues et précises qui m'ont rappelé exactement pourquoi j'avais eu peur d'elle quand j'avais 22 ans. À un moment donné, elle a attrapé l'addition, et une petite photo carrée a glissé de son portefeuille. Elle l'a rangée rapidement, mais pas assez vite. C'est la même, ai-je dit.
Elle l'a regardé un instant. Puis elle l'a posé sur la table entre nous. La même jeune femme, même sac à dos, même rire en mouvement. Je la porte sur moi depuis longtemps, a-t-elle dit, pour me rappeler ce que je ressentais avant de commencer à faire le choix prudent à chaque fois. Je l'ai regardée. Vous m'avez dit de ne pas faire la même chose. Je le pensais. J'y travaille, ai-je dit. Elle a souri. Et c'était un vrai sourire, pas celui des salles de conseil. Ça a changé tout son visage. On dit que les liens du sang sont les seuls qui comptent. Que les gens qui partagent votre nom seront là quand le sol se dérobera sous vos pieds. Que la famille est quelque chose dont on hérite et que l'on garde donc, peu importe ce que cela vous coûte. Ma famille est restée dans les salles d'attente de chirurgie pendant 4 heures avant qu'un vol non remboursable ne les emmène à Barcelone. Diane Ellsworth s'est assise devant ma chambre sur une chaise de couloir pliante avec un bloc-notes pendant 9 jours et ne m'a jamais fait savoir qu'elle était là. Elle a payé 84 200 $ à un hôpital pour une femme à qui elle n'avait pas parlé depuis 11 ans. Elle a laissé une photo d'elle à 24 ans et une note qui disait « Ne fais pas la même chose ». Et puis elle a attendu dans le couloir parce qu'elle n'était pas sûre d'avoir mérité le droit d'entrée. Il y a une version de cette histoire où je pardonne immédiatement à ma famille, nous surmontons l'épreuve, tout le monde apprend quelque chose et tout se résout proprement. Je ne sais pas encore si c'est l'histoire dans laquelle je suis. Ce que je sais, c'est que pardonner ne signifie pas revenir au même arrangement. Je sais que l'amour sans la présence n'est pas de l'amour. C'est un mot que les gens utilisent pour justifier l'absence. Je sais que si vous avez été celui ou celle dans votre famille qui tient tout ensemble, qui envoie l'argent, absorbe les urgences, répond à chaque appel et se dit que c'est à ça que ressemble l'amour, je veux que vous vous arrêtiez et que vous posiez une question différente. Qui connaît votre nom à l'accueil? Quelle écriture reconnaissez-vous même après 11 ans? Qui s'assiérait devant une porte vitrée pendant 9 jours dans l'espoir que vous ouvriez enfin les yeux? C'est ça, la question. La réponse pourrait vous coûter quelque chose. Elle m'a coûté une idée de la famille que j'avais portée pendant 31 ans. Elle m'a aussi donné quelque chose que je ne m'étais jamais permis d'attendre. J'apprends encore comment l'appeler. Maya Callaway, avril 2026.